L'artisto. L'artiste ou donc mes deux premiers invités اليوم ضيوفي اليوم باش يحكيوا على الافيش اللي قاعدين تشوفوا فيها نتاع الاكسبو سالامبو اللي بدات نهار 24 سبتمبر باش تقعد حتى لنهار 12 جانفي. دونك عندكم الوقت باش تمشيو تشوفوها في معرض في متحف باردو تو تشوفوا معناتها الافيش كانكم تتفرجوا فينا على الديجيتال اكثر وتدخلوا بيان سور على الباج نتاع الاكسبو باش تاخذوا اكثر ديتاي مي سورتو تتابعونا احنا اليوم. دونك بحذايا فاني غولان. بونجور Fanny. Bonjour à tous. Donc vous êtes responsable de ce projet, mais ce projet qui est beaucoup plus grand justement que l'expo. On va donner plus de détails à l'IFT. Exactement, oui. Disons que l'Institut français de Tunisie est partenaire de ce grand projet qui réunit plusieurs institutions, dont l'Institut national du patrimoine ici en Tunisie, le MUSEM à Marseille, les musées de Rouen en Normandie, le musée du Bardo bien sûr. Donc c'est une coopération entre toutes ces institutions et c'est un projet qui est né en 2021, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Justement, alors Ahmed Benjerbani Aslema, انت الكوميسار نتاع l'expo كيما قلت لي انت un commissaire parmi tant d'autres. Tout à fait. Ahmed Benjerbani, maître de recherche à l'Institut national du patrimoine, spécialiste de l'époque phénicienne et punique. Effectivement, je suis l'un des commissaires. Je suis le commissaire côté tunisien avec deux collègues français, Sylvain Amic et Myriam Morel, côté français. D'accord. Donc, qui m'a dit Fanny, ça a commencé en 2021 à l'occasion du bicentenaire de Gustave Flaubert. Donc, 2021, Gustave Flaubert a عمل 200 سنة, ما فيش عمل 200 سنة, et c'est là qu'est née l'idée, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, 2021, on célébrait en France le bicentenaire de la naissance de l'écrivain Gustave Flaubert. Et donc, à cette occasion, Sylvain Amic, qui est donc un des commissaires de l'exposition, a eu l'idée de célébrer Flaubert, mais il a choisi Salammbô, le célèbre roman de Flaubert qui est paru en 1862 pour célébrer ce bicentenaire. Et donc, dès le départ du projet, il a travaillé avec des conservateurs, des commissaires, des chercheurs et archéologues tunisiens. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est que dès le début, dès le démarrage, il y a eu une collaboration entre des chercheurs tunisiens et français pour travailler ensemble sur ce projet. Oui. علاقة فلوبير بالمش كان بتونس حتى بمصر بالشرق بصفة عامة عماد أما علاش التركيز حسب رأيك أنت على تونس بالذات على صنم؟ Bon, سؤال مهم. Bon, Flaubert, il avait un engouement pour l'Orient et cet engouement s'est manifesté à travers son voyage en Orient en 1848, lorsqu'il a voyagé en Égypte, Damas, Liban, Syrie, avant de retourner en France et en passant bien évidemment par la Grèce et l'Italie. Donc, il aimait l'Orient. Pour le choix de Carthage, c'est un choix très intéressant parce que d'abord Flaubert voulait, en fin de compte, se débarrasser un petit peu de cette bourgeoisie provinciale et à l'étude clinique de cette bourgeoisie provinciale, il a substitué un fragment d'histoire antique qui est Carthage. Donc il avait un dégoût à ça, surtout suite au procès qu'il a eu pour outrage à la morale publique à cause de Madame Bovary. Donc il a décidé de partir ailleurs, de chercher un thème sur l'histoire ancienne. Et il a choisi Carthage. Il a choisi Carthage parce que d'abord, il a choisi aussi un épisode très particulier de Carthage. Il n'a pas choisi les guerres puniques, par exemple, parce que tout simplement il avait cet amour d'abord pour l'Orient d'une part, mais d'autre part il a voulu quand même travailler sur ce thème à partir des sources directes et d'aller visiter Carthage même, s'inspirer du lieu de l'action même, et après il a mis un peu Rome à distance. Il a écarté Rome. Il n'a pas voulu quand même entrer dans ce discours de Carthage, Rome, de discours de race, entre la race sémitique et la race indo-européenne, suite à la première bataille entre Carthage et Rome, parce que cela a suscité beaucoup d'écrits. Et là où l'idéologie empiète un petit peu sur l'histoire, pour dire l'histoire a été toujours écrite par les vainqueurs.
Du coup, c'était plus qu'une bataille, mais c'était une guerre qui a eu des retentissements énormes et qui va dominer. Est-ce que c'est les Sémites qui vont dominer dans le bassin méditerranéen ou c'est les Indo-Européens, c'est les Romains? En fin de compte, lui, il a écarté tout ce débat et il est allé se focaliser sur un thème très particulier, propre à Carthage même, la guerre des mercenaires. Oui. فلوبير جاي ولا ما جاش لتونس؟ انا كنت معناتها جيتي برسودي اللي هو جاي لتونس، فما شكون يقول لك فلوبير عمره ما جاي لتونس، وقف في مصر. جاي ولا ما جاش؟ Effectivement, j'ai Flaubert en 1858, c'est ça, en 1858, وقعد 2 mois, parce que, pour aller j'ai en fin de compte, parce qu'il a commencé à rédiger, à écrire son récit en 1857, juste après avoir fini Madame Bovary. Donc, il s'est ingurgité de pas mal de romans, de documentation. Il s'est très bien documenté en France. Il a été allé voir les monnaies, les inscriptions, consulter les ouvrages, notamment Hérodote, Polybe, Appian, l'historiographie gréco-latine, qui a la Bible aussi, pour s'inspirer de la Bible pour donner cette dimension orientale à Carthage. Donc, mais à un certain moment, il disait, en fin de compte, on connaît très peu de choses sur Carthage. Parce qu'à ce moment-là, Carthage était encore méconnu. Les fouilles n'ont pas encore démarré. Ils n'ont pas encore démarré. Du coup, il a décidé d'aller sur le lieu pour s'inspirer du paysage, des couleurs et pour écrire son roman. Et de retour en France, il a dit, alors là, je commence à zéro. Je reprends mon roman à zéro. Au début, le roman, il a choisi comme titre Carthage. Après, il a changé, il a créé cette personnalité, ce personnage imaginaire, fictif de Flaubert, qui est Salammbô. Donc, c'est un choix très, très réfléchi. Il est rare qu'un orientaliste, finalement, change de vision, revoie sa vision, remette en question les écrits, et Flaubert l'a fait. C'est ça qui est intéressant. Flaubert, dans le roman Salammbô, la toile du fond du roman, c'est la guerre des mercenaires. Et là, Flaubert, dans ses pages, il a respecté les sources antiques. C'est-à-dire, il a repris le discours de Polybe. C'est Polybe qui a écrit le chapitre sur la guerre des mercenaires. Donc, le récit, historiquement parlant, est exact dans ses grandes lignes. Mais il a campé sur ce toile de fond beaucoup d'autres histoires. Tout le désordre des passions humaines, la lutte, la violence, la guerre entre les classes, le souci d'aller chercher la richesse, et aussi l'amour et la passion. Bien sûr. Et là, à travers ce qu'on appelle ce couple impossible, ce qu'on appelle l'éros thanatos, c'est-à-dire l'amour et la mort. C'est Salammbô et Mato. Et ces deux personnages ne sont pas des simples personnages, parce qu'autour d'eux tourne tout le récit d'une part, et d'autre part, ce sont deux personnages qui personnifient Tanit et Baal. Baal et Moloch pour Mato, Tanit pour Salammbô, parce qu'elle est la prêtresse de la déesse Tanit, et Mato qui personnifie Baal, et selon certains événements du roman, il se transforme en Moloch, le dieu du feu qui bouffe les enfants dans le sanctuaire de Carthage. Très beau cours d'histoire, Ahmed. Et c'est une occasion d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore lu, voilà, qui ont lu ويعاودوا يقراو ما يسالش Salammbô تاع فلوبير فرصة. Est-ce que d'ailleurs خممتوا متى تحطوا الكتاب معناها en vente في circuit, non? Le circuit, Hatina d'abord la première édition de Flaubert, parue en 1863, celle qui est exposée aujourd'hui, 62. Tout à fait, avec une dédicace de Flaubert à son avocat qui lui a fait gagner le procès de Madame Bovary. C'est un exemplaire unique. Et après, on a les différentes autres éditions de Salammbô. Cela va inciter bien sûr tout le monde à lire et à relire, parce que c'est un roman assez difficile aussi. C'est pas comme Madame Bovary. Clairement. Et il y a beaucoup de matières ou de matériel qui ont été faits autour de cette expo. Donc là, il y a un petit guide, il y a même
le circuit qu'on peut faire et ce qu'on peut trouver comme élément intéressant. Le guide, Fanny, on le retrouve au musée. Oui, exactement. Sur place, il est à disposition des visiteurs. Et voilà, peut-être ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que cette exposition, elle donne un nouvel éclairage aussi sur le roman. Et elle permet aussi peut-être de faciliter l'accès au roman, comme l'a dit Imed, qui est quand même un roman qui est compliqué, qui est difficile, avec une intrigue, c'est foisonnant de personnages. Donc c'est pas évident. Je sais que c'est au programme des lycéens en Tunisie, et c'est un roman qui n'est pas facile d'accès, c'est un roman qui n'est pas facile à lire. Oui. Et donc cette exposition, je pense qu'elle peut aussi permettre un accès, peut-être une autre entrée dans la littérature de Flaubert et dans ce livre Salammbô. Voilà, donc moi j'inviterai aussi tous les enseignants. Il y a un dossier pédagogique aussi sur cette exposition, donc les enseignants peuvent aussi se saisir de ce dossier, en parler avec les élèves. Il peut y avoir des visites guidées aussi. Oui. Je ne sais pas si ça a été programmé donc en collaboration avec les différents organisateurs de l'expo, mais c'est intéressant justement que les lycéens aillent voir cette expo en compagnie de leurs professeurs. Exactement, oui. Donc il y a le service pédagogique au musée du Bardo. On travaille avec ce service pour voir comment on peut toucher les enseignants et les scolaires et inviter les classes et les élèves à venir voir l'exposition. Puisque Salammbô, au-delà de toute cette histoire et dans cette exposition, ce qui est montré aussi, c'est tout ce qu'a inspiré Salammbô à travers des générations d'artistes, donc à travers la photographie, à travers la sculpture, à travers de la vidéo aussi. Oui. Il y a des affiches, il y a une diversité de supports aussi qui facilitent l'accès. Tu parlais de manuscrits, on voit dans l'exposition les pages de brouillons de Flaubert, donc c'est les manuscrits vraiment les originaux qu'on peut voir, qui viennent des musées de Rouen, parce qu'il faut dire que pour cette exposition, on a fait venir de nombreuses œuvres qui viennent de musées de Rouen, de Marseille, le musée d'Orsay. Donc toutes ces pièces sont venues en Tunisie. De la même façon que pour les expositions en France, à Rouen et à Marseille, les collections, les musées du Bardo et les collections du Bardo et de Carthage ont voyagé en France. Donc c'est vraiment un projet où il y a eu une vraie réciprocité entre les institutions tunisiennes qui se sont prêtées tous ces objets. D'accord, ça c'est très délicat quand même comme étape. Hein. Tout à fait. Faire voyager des pièces d'une importance quand même capitale et archéologique. Tout à fait. Il y a des conditions de conservation, Imed en parlerait beaucoup mieux que moi, mais il y a des conditions de conservation vraiment, il faut respecter des taux d'hygrométrie, la climatisation, etc. Effectivement, donc tout ça, pour organiser une exposition, il faut que toutes les conditions soient réunies. Les œuvres ont voyagé en bateau, par transport maritime, depuis Rouen, Paris, Marseille, Gênes, Tunis. Le périple des pièces archéologiques, artistiques, exactement. Effectivement, parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur ce dossier. Bon, c'était prévu dès les débuts au début c'était Carthage qui va accueillir cette exposition, mais comme le musée de Carthage est fermé depuis maintenant pas mal d'années, du coup on a décidé de la faire au musée du Bardo et précisément dans la salle Punique. Et précisément dans la salle Punique. Donc la salle Punique qui abrite déjà une collection permanente très intéressante avec des pièces maîtresses, et pour donner vraiment du dynamisme et pour donner un sens au discours qu'on va développer à travers cette expo, on a mis ces œuvres-là que nous avons empruntées de différents musées français, mais aussi qu'on a fait venir de Carthage dans cette salle Punique. Et ça, c'est très intéressant pour donner du volume à la salle. C'est des pièces de quelle origine, Imed ? Ce sont les pièces, d'abord, il y a pour les pièces archéologiques, c'est de l'époque punique. Toutes les pièces... Donc elles viennent de Tunisie ? Elles viennent de Tunisie, tout à fait. À part, bien évidemment, la fameuse inscription... le tarif de Marseille. Ça, c'est une pièce fondamentale dans l'archéologie phénicienne et punique qu'on a trouvée à Marseille. Et grâce à nos amis français, on l'a fait venir pour la voir de plus près. Et puis il y a le manuscrit aussi. Pour les archéologues, le tarif de Marseille, c'est un document précieux. Oui. C'est très, très précieux. Du coup, on a eu cette occasion de voir l'inscription punique de plus près. Parce que effectivement, moi je me rappelle très bien qu'au moment des discussions pour la sélection des pièces,
nos amis français étaient pleinement d'accord et très coopératifs. Nous aussi, on a manifesté notre intérêt de faire venir le tarif de Marseille. Chacun trouvera son compte. Bien évidemment, c'est ça, effectivement. Mais toutes les pièces de l'époque punique, du 4e, 3e siècle, et on a essayé de sélectionner des pièces qui évoquent Carthage et qui s'insèrent dans le discours de Flaubert. Par exemple, dans la salle punique, on a insisté sur 2 volumes. Là, je parle du point de vue archéologique. Deux volets, le volet de la guerre, bien évidemment, parce qu'il constitue un volet important du roman, et le volet de la religion aussi bien développé par Flaubert, parce que Flaubert a fait beaucoup, c'est-à-dire il a essayé d'évoquer le sens du sacré, d'évoquer la pensée, la mentalité religieuse des Carthaginois et des mercenaires, leur manière d'agir, leur manière de penser. Donc le mythe, les légendes, l'origine de Carthage, les dieux et les déesses, donc tout cela on le trouve dans le roman de Flaubert. Et nous, on a fait appel à des objets archéologiques qui suscitent tout cela et qui évoquent tout cela. Que ce soit le thème de la guerre, on a choisi par exemple la cuirasse d'Oxolsef, qui est très très belle, une pièce maîtresse, le guerrier carthaginois, la stèle à l'éléphant. L'éléphant, c'est la machine de guerre par excellence. Et là, ça évoque les éléphants d'Hamilcar dans le roman de Flaubert, et par la suite aussi les éléphants d'Hannibal. Donc, il y a des tableaux aussi de la bataille de Macar. Tout à fait, la bataille du Macar. Et après, la religion, il y a tout le chapitre Moloch et toute la question du sacrifice d'enfants à Carthage que Flaubert a bien développé. Et là, Flaubert, il était fidèle aux sources littéraires. C'est une occasion de mettre en valeur ديما احنا نقولوا et on estime que notre patrimoine n'est pas assez mis en valeur, donc فرصة هذه عينيك. Bien sûr, هذا s'insère en fin de compte dans la politique quand même du ministère des Affaires culturelles tunisien, de l'IMP, d'aller quand même donner de dynamisme à nos musées, de nous rendre de les rendre de plus en plus vivants et de diffuser la culture auprès du public. Et même à échelle internationale. Bien évidemment. L'expo. Bien évidemment. Et là, ça nécessite un effort considérable. Et beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il y a plusieurs parties qui ont participé à cette expo, Fanny. Tout à fait. Et on peut dire aussi, juste pour compléter sur le fait que l'exposition soit dans la salle punique, ça signifie aussi que tous les visiteurs qui viennent visiter le musée du Bardo, ils passent nécessairement par cette exposition, c'est-à-dire c'est pas une exposition temporaire qui est dans une salle à part, c'est vraiment tous les visiteurs qui vont au Bardo passent par cette exposition et par la salle des Puniques, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Et en plus de l'exposition, effectivement, on a monté donc l'Institut français de Tunisie avec tous les partenaires du projet un programme culturel autour de l'exposition pour faire vivre l'exposition, parce que vous l'avez dit, elle dure jusqu'au 12 janvier 2025, donc ça laisse le temps d'aller la voir. Mais voilà, on a prévu des lectures musicales, il y a des ateliers créatifs pour aller voir l'exposition aussi en famille, il y aura des ateliers d'écriture, un concert aussi également. Oui. Il y a un petit livret aussi de jeux, donc quand on va avec ses enfants voir l'exposition, voilà, Salammbô, c'est pas toujours accessible, mais néanmoins ce petit livret permet aussi aux enfants qui viennent avec leurs parents de suivre l'exposition avec des petits jeux, des jeux des différences, des jeux de dessin, etc. Donc ça aussi, c'est un petit livret de jeux qui est réalisé par Glibet et qui est à disposition aussi au musée du Bardo. D'accord. Donc, الحاجة الباهية اللي فما des intervenants tunisiens ديما كيف قالت Glibet إلى آخره, l'Institut national du patrimoine بالطبيعة. كما قلت فما beaucoup il y a un guide, il y a plein de guides d'ailleurs, il y a un catalogue, les affiches aussi. الحاجة الباهية زاد خاطر l'expo توفى le 12 janvier اللي باش تجيك les vacances d'hiver باش يجيو في الوسط, donc فرصة معناها كما قالت فاني نمشيو en famille الكل معناتها en visite est très importante. l'expo هو ديما معناتها مهم انك تمشي للمتحف, متحف باردو بالذات, ومهم انك تكتشف تاريخ تونس بطريقه معناها مختلفه. Quand elle a visité d'autres musées, quel était le feedback, je sais pas, quelles étaient les impressions des visiteurs français par exemple, comment ils ont perçu cette expo ou cette vision qu'a Flaubert de Carthage?
Ici, l'exposition en Tunisie. Non, dans les autres musées français. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu énormément de visiteurs. Je crois qu'on parle de près de 80 000, presque 80 000 visiteurs en France qui ont vu l'exposition Salammbô, que ce soit à Rouen ou à Marseille. Donc, elle a remporté un grand succès. Flaubert aussi, c'est un auteur qui est extrêmement lu, extrêmement connu en France. Pareil, c'est au programme des élèves. Donc, elle a remporté quand même un grand succès. Et aussi grâce à la coopération avec les institutions tunisiennes qui ont fait ces prêts d'œuvres, qui ont pu voyager. Donc il y a quand même une curiosité aussi très forte de la part du public. Et encore une fois, c'est une exposition qui réunit des pièces archéologiques, des manuscrits, des peintures, de la vidéo, de la photographie. Salammbô, c'est aussi un opéra, donc on a même dans l'exposition une cloche sonore. Quand on passe sous la cloche, on peut entendre l'opéra Salammbô. Donc ça aussi, ce sont divers supports qui permettent aussi d'attirer différents visiteurs, de plaire, de parler à différents spectateurs, à différents visiteurs, à tous les âges. Exactement. C'est une immersion dans le monde de Flaubert, dans le monde de Salammbô. نخليلكم الكلمة الأخرى عماد. الكلمة الأخرى نحن فرحانين برشا إنه المجهود هذا توج معناها بإكسبوزيسيون qu'on peut qualifier, moi je le qualifie de chic et sympathique et même pour être poétique un petit peu. La scénographie elle est très belle, c'est une très belle scénographie. Effectivement, moi je remercie d'abord tous les acteurs. Tous les collègues qui ont participé à cette expo, bravo. Les Tunisiens, les collègues français, tout le monde. On a une très belle équipe au musée de Bardo. Le directeur du musée, les collègues, Lamia, Hanaï, elles étaient tout à fait coopératives, toutes les deux. Et bien évidemment mes collègues français, dont Myriam Morel, la commissaire qui était tout le temps présente. Et j'invite tout le monde à visiter cette exposition. C'est ça le plus important. Nous, notre rôle, en fait, c'est d'aller veiller à l'aspect scientifique des choses. Parce qu'on n'aime pas quand même dire des choses fausses. Ça, c'est très dangereux. Donc, il faut veiller à la crédibilité scientifique de toutes les choses que nous présentons dans nos musées. Parce qu'on véhicule ça à nos enfants. Ça, c'est très important pour nous et c'est notre rôle en tant que scientifique. Rigide, c'est pas rigide, c'est rigoureux. Rigoureux, on va dire. La science impose la rigueur. C'est clair. Sans rigueur, il n'y a pas de mais là, on l'accepte. Non, on l'accepte bien évidemment parce que le public, le patrimoine, pardon, les scientifiques. Le patrimoine, c'est pour tout le monde. Le patrimoine, c'est un bien commun. تفكر الديبا qu'il y a eu ما بين هشام جعيط الله يرحمه وهيلا وردي معناها bon ça c'est un autre نعرف c'est pas Flaubert ama je sais que vous êtes très rigoureux. Non, nous sommes très rigoureux. L'archéologie c'est pas vraiment l'histoire معناها non, l'archéologie c'est plus précis. L'archéologie sert à écrire l'histoire. On essaie de faire parler les pierres pour écrire les chapitres de notre histoire. Donc notre rôle scientifique c'est de veiller sur la crédibilité scientifique des textes de l'expo quoi en général. Après on invite tout le monde à faire un effort pour diffuser l'information, pour véhiculer tout ça auprès de nos enfants dans les lycées, dans les écoles. Nous on estime qu'on a fait notre rôle pour le moment et on est prêt à y contribuer encore. Dans ce sens-là. On est prêt à le faire. Mais maintenant, d'autres partenaires peuvent quand même faire jouer un rôle important. وزارة التربية مثلا وزارة التربية c'est important. خاطر le roman c'est vrai c'est très difficile peut-être ما يتقراش أنا ما قريتوش في الليسي قرينا مدام بوفاري وحتى مدام بوفاري مش c'est pas évident معناها أسهل. أنا نذكر في الليسي قريت مدام بوفاري en 5e année je me rappelle lettres قرينا مدام سالامبو في l'université même en France je pense c'est
dans l'université Au lycée aussi. Au lycée aussi, d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, donc Fanny, on clôture cette interview avec vous. Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, j'apprécie aussi ce duo. Effectivement, Imed, commissaire pour la partie aussi scientifique, et nous, plus, on est là aussi pour soutenir des projets et porter tout ce savoir aussi. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller voir l'exposition, à être curieux, à découvrir Salammbô sous un nouvel éclairage. Oui. Et vous parliez tout à l'heure aussi, on parlait d'équipe, de travail d'équipe. C'est vrai que c'est un projet vraiment d'envergure, c'est un projet d'ampleur qui a vraiment mobilisé beaucoup de personnes pour en arriver là. Je mentionne par exemple l'agence Zeta qui a fait toute la scénographie de l'exposition, tous les visuels que vous voyez là. C'est grâce à exactement, c'est grâce à l'agence. Il y a aussi Cybelle qui a fait tout l'éclairage de toutes les installations électriques et l'éclairage de l'exposition. C'est des choses qu'on voit pas forcément, auxquelles on ne pense pas quand on visite l'exposition, mais en fait c'est essentiel aussi pour que les pièces puissent être mises en valeur aussi. Et donc c'est vraiment un projet collaboratif entre plein d'institutions. L'agence de valorisation du patrimoine aussi a beaucoup œuvré, été à nos côtés aussi pour cette exposition. Donc soyez curieux, venez la voir, venez découvrir. C'est pas tous les jours qu'il y a une exposition comme ça dans un musée aussi beau que celui du Bardo, et où il y a un vrai propos curatorial avec un choix d'œuvres, où il y a un discours derrière, et à la fois c'est très accessible aussi à différents publics. Donc Salammbô من فلوبير إلى قرطاج بدات نهار 24 سبتمبر وتوفى نهار 12 جانفي. دونك نعرف اللي فما عباد باش تستغل اكثر الفاكونس، ما يمشيو فما الويكاند يمشيو. دونك شوفوا واكتشفوا معناتها لي بيس ماتريس. فما كيما قلت لكم في الجيد معناتها يا دي بيس دو تري بيل بيس معناتها بالحق اللي باش تكتشفوهم وتكتشفوا وراهم حكايه وتوتا بروسيس معناها اللي كان وراء الكرياسيون تاع الرومان دو غوستاف فلوبير. Fanny, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. يعيشك عماد. Merci beaucoup. يعيشك على les détails وعلى الدرس التاريخ اللي très important. Donc, et peut-être aller sur la page de l'Institut français de Tunisie aussi pour voir toute la programmation qu'il y a autour de l'exposition. D'accord. Donc voilà, متحف باردو من 24 سبتمبر إلى 12 جانفي 2025. ميرسي. احنا نقعدوا مع الموسيقى وراجعين بعد شويه باش نحكيو جوستومون على الموسيقى مع حافظ